Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Thibaut Souchal, qui est le CEO et cofondateur de Learnify. Comment tu vas, Thibaut? Mais écoute, bonjour. Merci à Jean, merci à Token Talkers de m'inviter. Ça va super. Hormis le fait que l'été est fini et qu'il commence à faire froid, tout va bien. Ah, trop bien. En tout cas, on est vraiment content de t'avoir, Thibaut. On sait que voilà, tu es sous l'eau actuellement. Il y a beaucoup d'actualités qui se passent chez Learnify, donc on va en parler tous ensemble tranquillement. C'est top. Et tu prends un petit peu de temps pour venir sur la chaîne Token Talkers nous faire cet honneur-là. Donc vraiment, merci à toi. On sait que ton planning est très chargé. En plus, tu arrives, tu es chaud bouillant. Donc, ça va être vraiment trop cool. Commençons par le premier sujet. Thibaut, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de toi, de Learnify, quel a été ton parcours avant d'arriver tranquillement dans l'écosystème Web3 et jusqu'à fonder ou confonder Learnify? Intéressant, tu demandes quel est ton parcours avant d'arriver dans le Web3. C'est intéressant, je pas souvent cette question. Il faut savoir que moi, avant la crypto, j'étais pas grand-chose en fait. J'ai arrêté mes études assez jeune. J'ai pas réussi à avoir de diplôme. Je me suis marié dans la foulée, donc du coup besoin d'argent. Bravo. Merci, besoin d'argent. Je me marie, ça fait 6 ans maintenant. J'ai besoin d'argent. Voilà, j'ai commencé à faire des travaux un peu que tu peux trouver sans avoir de diplôme. Du coup, j'ai commencé et comme j'aimais bien la liberté et que j'habitais à Paris, euh, j'ai commencé à faire des crêpes dans la rue. Mais Tu non. sais, les stands qu'il y a dans la rue. Moi, j'avais pas un stand, j'avais ce qu'on appelle un triporteur. Donc, c'est un espèce de gros vélo avec une caisse dessus et que tu peux pédaler et faire des crêpes dans Paris. Donc, moi, j'avais Génial. ça. Et donc, j'ai travaillé du coup pour un Serbe qui était un vrai pirate de la rue, qui faisait des guerres d'emplacement pour vendre des crêpes. C'était assez drôle. Euh, et du coup, j'ai travaillé pour lui comme ça et ça payait vraiment bien. Genre, on se doute pas, mais comme les crêpes, il y a un bénéfice, ça coûte 8 centimes à produire, tu les vends en 4 balles. Bon, bah, le bénéfice est énorme. Et donc, je faisais pas mal d'argent en travaillant pour lui au final, puisque j'étais payé Bravo. en fonction du chiffre d'affaires et que au black. Donc je faisais 1005 à 2000 euros par mois, quoi. Je veux dire, ça restait quand même, alors c'était très précaire, il n'y avait rien de déclaré et tout, mais ça restait quand même pas mal d'argent pour moi qui, de base, bon, moi, je précise, hein, je suis pas totalement con. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études que, voilà, je pense que ça c'est un fait. C'est juste que j'étais pas fait je pense, pour ce système éducatif. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui que je crée une application d'éducation, c'est peut-être pour combler le manque que j'aurais voulu avoir moi, dans l'éducation plus traditionnelle. Donc, du coup, je faisais des crêpes. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour moi-même. J'ai accumulé assez d'argent pour acheter mon propre triporteur, puis j'en ai acheté 2 autres. Puis j'ai recruté des potes. Puis j'ai fait un petit empire, un modeste empire comme ça. J'ai commencé à faire la guerre à mon ancien Serbe patron Mais non. pour la dalle. Incroyable. Ah ouais, c'était vraiment, j'ai pris des années de vieillesse, ça va. Et du coup, Covid est arrivé. En parallèle, évidemment, j'ai découvert la crypto en 2017. J'investissais ce que je gagnais dans la crypto. Et puis, ça avait bien monté en 2017-2019. Parce qu'en fait, il y a eu la alt season de 2019. J'ai gagné plus dans la alt season du bear market que en 2017 pendant le bull. Donc, comme Ok. quoi, une alt season, hein, ça peut bien te mettre. Et bon, moi, j'ai fait une attache assez importante. Pour l'anecdote aussi, j'ai fait un prêt étudiant pour investir dans la crypto en 2018. Ok, Euh, smart. Ok. En fait, j'avais retrouvé une carte étudiant, j'avais falsifié un document, j'avais réussi à faire un prêt à la banque. Voilà. Ça, c'est légal, hein, je précise. Puisqu'en fait, le prêt étudiant, c'est un prêt à la consommation. Donc, légalement, tu peux faire, Fais tu as ce le que droit de tu le veux faire, avec. pas de justifier. Voilà. Ok. Et donc, je l'aurais pas fait si c'était légal, évidemment. Et donc voilà. Donc, je me suis retrouvé, du coup, en 2020 sans emploi avec un petit pécule en crypto. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir de Paris avec ma femme. On s'est installé là où je vis actuellement à La Rochelle. J'ai cash out mon portefeuille. Je me suis dit, vas-y, je me laisse quelques années pour essayer de vivre l'écosystème. Du coup, précédant un petit peu cette opération, j'avais créé un premier média qui est le Cryptopolitain, qui était à l'époque une Ok. petite entité dans la sphère crypto quand même française. Il y avait ma petite notoriété puisqu'on était un média spécialisé dans l'analyse fondamentale. Donc on faisait des gros PDF d'analyse fondamentale
avec on recoupait différentes datas, notamment on-chain. À l'époque, ça se faisait pas, il n'y avait pas beaucoup d'outils pour le faire. Donc, on était assez novateur sur ça. Donc, c'était un peu notre stratégie de grosse, quoi. On a gagné 20 000 followers, je crois, en un an. Bravo. Et du coup, je me suis dit, j'ai trouvé mon business model, tu vois. Je vends mes analyses. Et du coup, j'ai vendu mes analyses. Ensuite, je me suis servi de l'argent parce qu'on a vite grimpé à plusieurs milliers d'euros par mois, tu vois, en abonnement. Parce qu'ils se payaient un abonnement mensuel pour avoir une à 3 analyses par mois, selon les pépites que je trouvais. Faut dire que pour la Fame, j'ai trouvé AXS à 40 centimes. Tu vois, je sais pas si à combien il est monté à 300, je sais pas combien. Donc, je l'ai trouvé à 40 centimes. J'ai trouvé à 24 millions de capitalisation. Il est monté à plusieurs milliards. Donc voilà, j'en ai trouvé pas mal des grosses comme ça à l'époque. Et donc, ça nous a bien fait monter dans notre audience. Ensuite, du coup, je me suis servi de l'argent qu'on gagnait en abonnement mensuel pour chercher un dev, me disant, j'ai eu un truc en mode, j'ai envie de faire j'avais envie de créer un espèce de Nansen, tu vois, à l'époque. Nansen, tu vois, l'outil d'analyse on-chain. Bref, voilà. Et Nansen, mais un peu custom, made maison, quoi, tu vois. Et c'était sur Google Analytics. Donc, tu as un board comme ça et tu as les datas représentées. C'est beaucoup moins rapide que Nansen, beaucoup moins fluide et beaucoup moins joliment représenté. Mais bon, ça faisait le taf. Sauf que ça coûtait beaucoup d'argent. Donc, du coup, j'ai rencontré un dev sur Malte qui est aujourd'hui le CTO de tous mes projets et qui est notre associé majoritaire. Tu vois, c'est incroyable. Génial. En fait, c'est un boss. En fait, je l'ai rencontré, il sortait d'école et aujourd'hui, je pense qu'il met la main de Zuckerberg, tu vois. Je sais pas, mais il a fait un glow le plus beau glow-up que je connaisse de l'histoire des hommes. C'est un glow-up de ouf, je t'en parlerai plus tard. Et donc voilà, j'ai recruté ce dev qui a recruté un data analyst qui nous a permis de créer ce Google Analytics Dashboard on-chain. Sauf que ça nous coûtait des milliers d'euros en récupération de data, parce qu'à l'époque, elles étaient très chères, les données, sûrement moins aujourd'hui. Et donc, on a dû arrêter. Donc, ça nous a fail. On a perdu des dizaines de milliers d'euros là-dessus. Mais on a gardé contact avec ce dev. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et du coup, on a créé une app, qui est École Crypto, qu'on a revendue d'ailleurs, il y a très récemment. Plusieurs à la création. Voilà, on est content. Et donc, du coup, on a créé une app École Crypto, et du coup, on a commencé à faire de la formation sur cette app. On continue à diffuser des PDF d'analyse, mais pas que. On recrutait des gens qui faisaient des PDF d'analyse de news. On faisait des portefeuilles types selon les profils, tu vois. On avait beaucoup de data sur cette application, qui était une application mobile au final. Une web app, mais mobile first. Et donc, on a eu comme ça plusieurs milliers d'utilisateurs payants. On était monté à des dizaines de milliers d'euros par mois d'abonnements. En 3 ans, on est monté à près d'1 million d'euros de revenus. Donc, c'était quand même un petit gros business quand même. Et tout ça, sans ads. Zéro ads. On n'a pas mis un seul euro en ads. On faisait du gros hacking, on faisait du networking, voilà, bref, ça a bien fonctionné. Pour ça, moi, je suis spécialisé en fait dans le 0 à 1. Tu vois, moi, je suis un gros hacker de zéro bootstrapper, quoi. Tu vois. Si tu me parles de méthodes de scaling, d'outils automatisés non, moi, j'aime bien les trucs qui scalent pas justement. Moi, je suis vachement dans comment dire, dans ce mindset YC Combinator en mode do things that don't scale. Tu vois. Fait des choses qui ne peuvent pas être reproduites scale, tu vois. C'est des petites choses, des petites rivières font les grands fleuves. Voilà. Donc ça, c'était ma mentalité. Et donc du coup, on a fait école crypto. Ensuite, on a compris que le modèle d'éducation fonctionnait pas très bien parce qu'en fait, on passait beaucoup d'argent en production de grandes vidéos, tu vois, qui étaient lisibles sur téléphone. Avec du montage, bref, on a dépensé beaucoup d'argent dans ça. On avait des mecs à temps plein là-dessus. On avait un monteur et un formateur à temps plein là-dessus. Vraiment, on avait une belle équipe, tu vois. Alors, quand je te dis qu'on faisait des 10, 20, 25 000 euros par mois de chiffre d'affaires, en réalité, on faisait pas de bénéfices. Et moi, je me suis jamais payé, en fait, tu vois. Donc j'ai toujours, ça fait des années que je vis sur mon capital crypto, en fait. Parce que même si tu as 20 000 euros de chiffre d'affaires, tu as la TVA, tu as l'URSSAF, tu peux t'imaginer tous les petits coups qu'on peut avoir. Du coup, on faisait pas d'argent. Sauf que on avait un beau truc qui tournait, tu vois. Ça, c'était du coup mon erreur, mais bon, je referai les choses autrement aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, c'était bien quand même. On avait une belle industrie, entre guillemets.
Et donc, en parallèle, on a compris que le modèle d'éducation ne fonctionnait pas très bien. Donc, les grandes vidéos que personne ne regardait, et au final, ils regardaient tous le mémo, tu vois, avec les bullet points de la formation. Donc là, c'était le premier indice qui nous a permis de créer Learnify par la suite. Mais il a fallu au moins 2 ans de recul pour en arriver là. Ok. Donc, du coup, École Crypto, en parallèle, on a développé donc du coup Asgard DAO, qui était on s'est servi du coup de notre réseau et de nos capacités d'analyse pour créer un concept qui était très novateur à l'époque et qui l'est encore aujourd'hui. Je pense personne encore le crée. Il y a moyen de faire un truc s'il y en a qui sont intéressés. On a encore toute l'architecture technique. On a créé un mécanisme qui s'appelle le research mining. Ok. Tu connais le liquidity mining. Bien le sûr. liquidity mining, c'est tu déposes ta liquidité pour un protocole, tu lui donnes quelque chose et en échange, il te donne des tokens. Et ben nous, le research mining, c'est tu donnes de la matière grise à un protocole entre guillemets, parce qu'on n'était pas un protocole, et en échange, tu gagnes des tokens. Et donc, on avait créé un système de bots sur Discord, différents bots sur Discord avec une architecture vachement intéressante, qui permettait à tout à chacun, donc il y avait des rôles qui étaient spécifiques, mais il y avait des rôles que tout le monde avait. Par exemple, proposer une data, tout le monde avait ce pouvoir. Après, la noter, il fallait par exemple avoir proposé un certain nombre de data avant de pouvoir noter des data, et il avait fallu noter un certain nombre de data avant de pouvoir être analyste. Tu vois, donc en fait, c'était une DAO en mode hiérarchie. Et donc on avait créé un bot où tout le monde pouvait DM le bot, DM le bot sur le canal Discord, proposer une data, il traitait la data, il la rajoutait à un Airtable, il la proposait à un mec qui était censé noter. Donc le mec devait noter et il avait un benchmark pour devoir noter les datas. Il notait la data, elle disparaissait, elle se distribuait à l'analyste. Et s'il a jugé, tu vois. Et ensuite, il gagnait des tokens, des faux tokens au début, parce que on voulait créer un token après. On n'a jamais fait parce qu'on a compris que monétisation parlant, on ne pouvait pas y arriver et puis on manquait de scaling à ce niveau-là. Et donc, on avait créé ce mécanisme de recherche mining. Et donc c'était vachement cool. On avait une super architecture. On avait créé un nouveau dashboard admin et un nouveau dashboard utilisateur. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le site qu'on a créé, asgardao.io. Je vais te le noter là, asgardao.io. On le partage à tout le monde. Peu importe, mais en tout cas, il est top. Il est super joli. On a engagé une scénariste de jeux vidéo pour nous créer un scénario sur une mythologie nordique d'Asgard, parce qu'on était Asgard DAO. Et du coup, elle nous a créé un scénario en fonction. Tu vois, tu as vu comme ça, le lore, il est incroyable. Et ensuite, on a engagé un designer de jeux vidéo pour nous faire le site Asgard DAO. Normalement, dans le site, normalement, dans le site, il y a des étapes où tu dois réaliser des énigmes et tout, mais on n'est jamais allé au bout parce que voilà, ça coûtait trop cher. Et en fait, l'idée, c'est que tu as Asgard. Donc, si tu défiles trop vite, tu n'as pas les textes, mais bon, peu importe, c'est pas grave. On va laisser les gens la liberté de découvrir. Donc ça, tout a été fait. Il n'y a rien de qui a été repris, quoi. Vas-y, descends, c'est pas grave, on va pas passer 50 ans dessus si tu veux, mais voilà, tu vois, Igos for une journée, en fait, c'était le mythe gardien. C'est beau, hein, c'est magnifique. Toi, tu es un mythe gardien et tu veux rejoindre Asgard, sauf que le Bifrost, il est détruit, et pour le reconstruire, il faut passer des étapes. Et ces étapes-là, en fait, c'est devenir indépendant en termes d'analyse, tu vois, entre guillemets. Ouais, ça, tout a été fait de zéro avec nos designers et tout. Et donc là, normalement, il y a une énigme, tu résolvais l'énigme, il y a un éclair qui apparaissait, le Bifrost se reconstituait, donc là, tu peux descendre. Et là, le Bifrost apparaît, et donc tu peux rejoindre Asgard. Et donc, entre guillemets, Asgard, c'est ce que tu désires du bull run, tu vois. Et c'est la richesse, ça peut être l'indépendance, ça peut être. Et si tu continues de scroll, voilà, donc là, tu es à Asgard. Et donc là, c'est les guerriers. Donc en fait, les 4 guerriers que tu vois là, c'est 4 rôles différents de la DAO. Tu vois. Il me semble, il me semble à droite, c'est le mec qui propose la data. À gauche, c'est le mec qui la note, parce que tu es Clark, tu vas tirer dans la note. Avec la hache, c'est le mec qui la forge la data, donc l'analyse. Et le mec avec les ailes, bah, c'est le gardien de la DAO en fait. C'était donc incroyable, super smart. Un super truc, mais on manquait de monétisation et malheureusement. Et bon, par contre, c'était une épopée qui nous a beaucoup appris. Et en fait, on a compris que dans les cryptos, dans le Web3, on pouvait totalement laisser déborder notre imagination et créer des concepts. Parce que le concept de recherche mining, ça n'existait pas, tu vois, quand on l'a créé. D'ailleurs, on a un white paper de ce concept de recherche mining si ça intéresse les gens.
White Quel est le meilleur moyen de te contacter, Thibaut, justement pour les personnes qui veulent plus d'infos, qui pourraient être intéressées? C'est LinkedIn, hein. LinkedIn, Thibaut Souchal. Bon, je sais plus où il est notre white paper. Je te le donnerai a posteriori, tu le mettras dans la Avec bio. grand plaisir. On a ce concept de recherche. Pour les personnes qui nous écoutent, si jamais vous avez le LinkedIn, pour les personnes qui regardent le format vidéo, vous avez le LinkedIn de Thibaut juste là. Et pour toutes les autres personnes qui regardent le format podcast et qui veulent avoir accès à plus d'informations, il y a tous les liens de Thibaut qui seront dans la description. D'accord? Donc, regardez dans la description, il y a tous les liens pour contacter Thibaut. Et pour ça, on s'était inspiré des diggers, tu vois, Ok. dans l'esprit. Et ensuite, on a voulu rajouter quelque chose qui, selon nous, manquait aux diggers. C'était ce concept de recherche mining. Ok. En fait, Wow. notre CTO, c'est un tech pur et il était dans des diggers et il a contribué à certaines DAO et tout. Donc, voilà. Donc voilà pour ça. Donc du coup, on a dû arrêter parce que ça prenait pas. Malheureusement, on n'arrivait pas à être actif sur tous les fronts, sur École Crypto, sur Asgard, en même temps sur le recrutement de nouveaux membres. Et puis on savait pas comment monétiser à la fin. Donc ça, on n'avait pas rien de monétisé. Sur Asgard, on savait pas ce qu'on allait faire. Même s'il y avait une petite tokenomics qu'on pouvait imaginer prendre des tokens, ça aurait pas été pérenne. Donc voilà. Donc on a tout arrêté. Sur Asgard, sur le développement d'Asgard en tout cas, et on s'est mis plus en recherche de OK. École crypto, ça a bien fonctionné, ça a merdé à un moment donné dans le business model et dans la forme d'éducation. Qu'est-ce qu'on peut changer? Et donc en fait, tu sais, t'as une planète, tu vois, et on a essayé de retourner la planète, retourner la façon dont on pensait le modèle d'éducation. On s'est dit OK, on voit un business en ligne qui veut être rentable tout de suite. Et sur un modèle précédent d'éducation. Ok, on va renverser la boule. Et on va être en fait une start-up qui va devoir lever des fonds pour être rentable et créer un nouveau modèle d'éducation parce qu'on veut créer une nouvelle façon d'apprendre, tu vois, qui soit plus engageante. Et donc là, on a découvert le principe du micro-learning gamifié. On l'avait instauré sans s'en rendre compte dans l'école crypto, instauré des streaks, espèces d'étoiles que tu pouvais gagner en suivant les petits principes de gamification. Avec le micro-learning, avec des résumés des vidéos, tu vois. Mais on n'était pas allé au fond du concept. Du coup, j'ai redécouvert Duolingo et j'ai fait waouh. Ah. C'est ça que je veux faire en fait. Mais en mieux. Et Duolingo aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais ils sont cotés en bourse. Ouais, c'est une machine de guerre. Hein. Ouais, c'est incroyable. Une application mobile, mais avec un petit truc, une petite chouette verte, mais ils sont cotés en bourse, les mecs. Ils font 300 millions de revenus par an. Ils ont près d'1 milliard d'utilisateurs. C'est une machine de guerre. Donc, voilà. Et donc, ah ouais, il y a un vrai business. Parce qu'on voulait aller dans un marché qui était important aussi, tu vois. Mais rester dans quelque chose qui est l'éducation. Et donc, nous, voilà, ça, c'est ma tagline. Alors, la tagline officielle du projet, c'est Enjoy Education Again. Parce que tu apprends en jouant une partie de ta vie et t'arrêtes à un moment donné. Pourquoi? C'est-à-dire, t'as quel âge, toi? 36. 36. Je sais pas s'il fallait le demander dans le podcast, mais en tout cas, voilà. Bon, toi et moi, on n'a pas grandi avec un smartphone, on est d'accord. Pourtant, je suis certain que tu te laisses happer par l'algorithme malgré ton recul. Moi, c'est pareil. Alors, imagine les jeunes générations. Et en fait, ça change. Comment dire, il y a un changement dans la métacognition des générations. La métacognition, c'est la façon dont ton cerveau réfléchit et aborde les choses, tu vois, que tu vis dans l'instant présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens se disent moins heureux qu'à l'époque, alors qu'il n'y a pas de guerre. Enfin, en Europe, tu vois. Genre, ouais, c'est vrai. Il y a 100 ans, on avait des Allemands, il y avait des gens qui se tiraient dessus, il y avait des camps de concentration, tu vois. Il faudra peut-être mieux de ça c'est pas la même époque, ouais. Mais voilà. Et alors que les gens étaient peut-être plus heureux à l'époque qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne vivent plus dans l'instant présent, ils n'arrivent plus à comprendre la façon dont fonctionne leur cerveau. Enfin, c'est un infernal. Après, tu as le boomer qui va dire ouais, bon, bah, ouais, oh là là, les jeunes aujourd'hui. Et après, tu as nous qui disent ok, ça change. Bah, il faut du coup développer une nouvelle solution en accord avec ce changement de cognition, tu vois. Et donc, quand je dis que l'éducation, ça c'est ma tagline à moi, qui est pas la meilleure par rapport à Enjoy Education Again, mais Education should mean more than sitting on a chair, ça veut tout dire. C'est-à-dire l'éducation devrait signifier plus que juste être assis sur une chaise, tu vois.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a tous vécu. 8 heures assis sur une chaise, mon Dieu que c'est horrible. Et puis, pas d'engagement, rien, pas de. Tu vois, je sais pas si tu as vécu des professeurs qui parfois faisaient vivre son cours. T'en vis un à travers ta carrière d'étudiant, tu vois. Tu t'en rappelles toute ta vie. Et bah, C'est ça, c'est exactement ça. c'est ça qu'on veut, tu vois. C'est ça qu'on veut recréer. Ouais. Ce sentiment-là d'aimer apprendre et d'aimer et de vouloir te faire prendre par la main et apprendre. Et du coup, ce système fonctionne super bien, le micro-learning gamifié. Et fonctionnera, je pense, de plus en plus. Et donc, on s'est penché là-dessus pour Learnify. Essayer d'améliorer le modèle qu'on avait créé d'éducation précédent et de changer le business model. Et donc, du coup, aujourd'hui, on pense avoir trouvé la solution au business model de Duolingo, qui est qu'aujourd'hui, pour apprendre sur Duolingo, il faut payer. On est d'accord. Ok. Nous, on veut que ce soit gratuit. Okay, nous, on se veut être free to learn. On l'est free to learn, d'ailleurs. C'est gratuit. Et du coup, tu vas me dire, bah, si c'est gratuit, comment tu fais ton argent? Bah oui, forcément, ouais. Tu as pas mal de strates différentes, mais celle qu'on a abordée, c'est le B2B. En fait, nous, on dit, notre tagline de notre business model, c'est on rend l'éducation gratuite by shifting incentives from learners to sponsors. Tu vois, on change, on change on se met de l'autre côté du miroir. Et en mode, c'est les sponsors, c'est les B2B avec lesquels on travaille qui vont du coup nous permettre de nous financer et nous rendre l'éducation gratuite. Ok, d'accord. Alors pas des pubs, pas des pubs. On n'est plus, on n'est pas sur un modèle comme ça, comme voilà. Je t'expliquais. En fait, l'idée déjà, c'est qui supporte, comment dire, le concept qu'on va appeler qu'on a appelé nous de l'open learning, tu vois. Donc l'éducation ouverte à tous et surtout engageante, intéressante, de qualité, puis gamifiée. Donc le concept de l'open learning déjà, c'est un concept qu'on commence à développer sur lequel on commence à communiquer de plus en plus. Tu as l'open finance, l'open economy, le truc. Nous, c'est l'open learning. Et du coup, notre business model, c'est quoi? Bah, nous, derrière, on va créer des cours, par exemple. C'est un des axes. Hein. On va créer des cours sur un projet avec lequel on va travailler. Et donc, du coup, il va financer cette création de cours et une partie du service. Il va aussi engager les utilisateurs et donc il va donner des récompenses directement pour les utilisateurs qui vont gagner aussi des tokens, des NFT, des bons de réduction, j'en sais rien, ça peut être off et on-chain, peu importe. Et donc voilà, c'est comme ça que nous, on se finance et qu'on permet de rendre l'éducation gratuite. Un point d'avancement de là où on a lancé l'application en version alpha en mai, donc c'était juste en alpha test sur le Fly test, enfin Fly d'Apple, Flight, je sais plus comment ça s'appelle, et en APK sur Android. Et on a lancé officiellement l'application dans sa version bêta en juillet. Donc depuis juillet, on a commencé à distribuer des invite codes et tout et tout. On est à 1300 utilisateurs déjà en été. On a atteint notre cible des 1000 utilisateurs durant l'été. En 2 mois de lancement, pendant l'été, c'était pas donné. Mais voilà, donc on est super content. Et aussi, on a eu notre premier sponsor. Et pas des moindres, on a été grande par la Solana Foundation. Trop bien. Et donc du coup, bah, tu vois, c'est ce genre d'acteurs qu'on va aller chercher, des écosystèmes, mais aussi des startups. Et dans un futur plus ou moins proche, on va étendre les modèles à la finance de manière générale et à la tech. Tu vois, dans le monde de la tech, tu as quelques ovnis, tu vois, qui ont des business models pas comme les autres. Bah, on pense qu'on peut être cet ovni-là. Tu as des applications, tu sais pas comment elles fonctionnent. Pinterest, par exemple. Tu sais comment ils fonctionnent, tu connais leur business model? Ils ont un business model. Je l'avais étudié. Je l'avais étudié, là, je pourrais pas te le sortir. Je l'avais étudié, je l'avais trouvé super smart. Mais il y a plein d'applications qui ont un business model original, différent des autres, avec ou alors un produit qui paraît insensé ou quoi, mais qui fonctionne très bien. Et ben en fait, on voulait pas rester dans ces clous-là, et justement, on veut changer la manière dont l'éducation est aujourd'hui distribuée par le B2B et plutôt que le B2C. Donc, on a un produit B2B2C, entre guillemets. Tu vois. Après, il y aura évidemment des add-ons, entre guillemets. Je sais pas si tu veux, tu pourras prendre un abonnement, je sais pas, à $4 par mois pour avoir des cours exclusifs, un avatar différent, des trucs comme ça. Mais ce sera pas un pay to win, tu vois. Tu pourras pas avoir accès à beaucoup plus de choses que les autres, juste pour ceux qui veulent nous supporter et puis avoir des petits add-ons
parfois, tu as des applications que tu aimes bien, tu serais prêt à payer 4-5 par mois. Mais voilà, mais le gros du business model sera B2B. Waouh. Donc voilà. Bon, bravo pour l'explication. Tu nous as tout fait. Tu nous as tout expliqué de A à Z d'un coup. Donc vraiment, merci pour ça. C'est ultra clair. En plus, tu as une façon de parler que tout le monde comprend. Voilà, tu utilises des mots simples. Donc vraiment, merci pour ça. Et bravo pour ce que tu fais parce que bah, voilà, j'invite tout le monde à aller regarder. Il y a les liens dans la description, mais c'est un truc de fou. Bravo. Parce qu'on sait tous que l'éducation, bah, voilà, la plupart des gens qui nous écoutent, et en général, je crois que c'est 70 ou 80% des élèves ne sont pas forcément satisfaits de l'école traditionnelle ou de l'apprentissage standard. Donc voilà, des business comme le tien qui permettent justement de simplifier la chose, de gamifier la chose, c'est tellement important. Et donc actuellement, votre business model, il est ultra clair. Quelle est votre vision là, pour les prochains mois et du coup les prochaines années? Nous, notre vision, comme je te l'ai dit, c'est Enjoy Education Again. Et donc, on veut tendre vers rendre cette application le plus mainstream possible, au plus de gens possible, sur le plus de secteurs possible. Des secteurs qui restent quand même sensés par rapport à notre application. Tu vois, on va pas faire des cours de droit, par exemple, sur Learnify. C'est pas le but. Il faut que ça reste dans notre domaine qui est la tech et la finance. Ça bug un peu là. Ah ok, moi je t'entends super bien. Moi je vois ma tête qui lag. Ok. Je le note et je regarderai sur le replay ce que ça donne. Pas de souci. Et donc alors du coup, sur les prochains mois, alors déjà, on a signé quand même, on a signé et on est en discussion avec différents partnerships, différents écosystèmes. Il y a des noms que je peux citer, des écosystèmes. On est en communication avec Verachain, on est en communication avec Scale, on est en communication avec différents projets d'écosystème Bitcoin. Enfin voilà, on a déjà quand même quelques pieds dedans. Le truc c'est que bon bah faut que notre tech soit prête. Et donc là Solana ils nous ont grant pour nous accélérer. Mais notre tech elle n'est pas encore prête. Notre tech elle n'est pas encore prête pour eux. Donc d'ici un mois et demi je pense, on sera prêt à commencer avec notre premier partenaire et on enchaînera derrière avec Solana et les autres. Parce qu'en fait, ça demande une architecture spéciale parce que là, l'application, c'est la version bêta slash V1 entre guillemets, mais il manque l'aspect business model. Donc là, il faut qu'on rajoute dans l'app l'aspect business model B2B. Génial. Mais d'ici un mois et demi, deux mois, on sera prêt. Et du coup, pour l'anecdote, mon CTO, donc s'appelle Anthony, donc j'ai rencontré sur Malte en 2020. Incroyable quand même. Sur Malte. Pour l'anecdote, en plus, enfin vraiment, c'est. Moi, je crois pas au hasard, tu vois. Il n'y a pas de hasard, je pense, dans la vie. Et en fait, j'avais déjà recruté mon dev sur Malte. J'avais déjà commencé à travailler avec quelqu'un. Enfin, commencer à discuter avec quelqu'un. Il m'avait envoyé une offre que j'allais prendre, tu vois. Et je me souviens, Anthony, il m'appelle à 19h30, je crois, un truc comme ça, ou 20h30. Enfin, un truc assez tard, tu vois. Il m'appelle avec une voix endormie. Il dit, ouais, vous recherchez un dev. Ah, moi je suis chaud et tout. Des trucs comme ça, vraiment hyper nonchalant. Et donc je lui parle de mon projet, il me fait ah ouais, la crypto, c'est sympa, ouais, c'est cool, moi j'ai un peu de crypto et tout. Et je sais pas, le fait qu'il aime la crypto et qu'il en ait un peu, ça, bah, je me suis dit, vas-y, bah, je vais travailler avec lui. Banco. Et donc c'est Instagram parce que c'est lui qui nous a permis de scale toutes nos activités derrière. Parce que avoir un ingénieur avec toi, c'est game changer. C'est game changer. Et donc aujourd'hui, ils retrouvent un associé majoritaire de nos sociétés. Donc c'est normal, quoi. Et donc voilà, on s'est rencontrés. Et je sais plus pourquoi je t'ai dit ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, il vient à Bangkok, du coup. Ok. Donc en fait, il voulait continuer à travailler avec nous, mais nous, on n'avait pas les moyens de le payer ce qui est sa qualification aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un CTO, c'est un senior et tout. Il a 30 ans, voilà, il pourrait prendre 70, 80K annuels, tu vois, sans problème. C'est clair. Nous, on le paye 35, tu vois, 35, 40, donc 2 fois moins ce qu'il devrait prendre. Donc, pour continuer à avoir un niveau de vie intéressant, bah, il est parti en Thaïlande. Parce qu'il voulait continuer à travailler avec nous à temps plein, il voulait pas se faire chier avec d'autres boîtes,
Et puis, voilà, nous, on n'est pas chiant. Il a son rythme de vie. Enfin, Le il fait ce qu'il veut, tu travail, vois. ouais. Ok, Exactement. incroyable. Il va se faire masser à 11 heures. Personne ne va lui dire de pointer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Ah, c'est Et bien ça. donc, ouais, et donc, du coup, il vit en Thaïlande. Et ce qui fait que ça nous a bien permis aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un dev senior à temps plein en plus de lui. On le paye 1 800 euros. Ouais, Alors qu'ici, ça vaudrait 4 000 euros sans problème. c'est Donc sûr. ça divise nos coûts par deux en fait. Et même on a après on a pris un product designer français de base pour faire le gros chantier de l'app parce qu'on voulait un mec senior français reconnu un peu dans l'écosystème francophone. Donc ça nous a coûté un peu d'argent quand même le product design. Mais aujourd'hui aujourd'hui on a un cash burn très faible. On Ouais, burn génial. moins de 7 000 euros par mois. Tu vois. Pour une startup c'est correct tu vois. Bah, très correct. Ouais, Ouais. bravo. Bravo. Donc Actu- c'est top. On a levé un peu d'argent en début d'année, janvier. Donc je Ouais, me suis servi de mon réseau personnel, notamment de mes anciens clients et des investisseurs que je connais autour de moi. Et on a levé 250 000 en début d'année, voilà, qui nous a permis à payer le product design. Moi, j'ai pas de problème à être transparent là, tout transparent. J'ai une chaîne YouTube où je fais du building public, donc je donne tous les chiffres, je parle de tout, tu vois. Je sais pas si tu sais, j'ai une chaîne qui s'appelle Thibaut Souchol. Donc je et fais bah du super. vlog. J'invite tout le monde à aller la regarder. Voilà, je fais du vlog et je parle de. Il n'y a pas de. Tu vois, à part la couleur de mon caleçon, je dis à peu près tout. Euh, Il et donc, du coup. faudrait être encore plus transparent avec le caleçon et après, ça serait parfait. Oui, c'est ça. Incroyable. Bravo. Donc voilà, donc product design, token design, ça nous a coûté beaucoup d'argent au début, parce que le token design, il fallait qu'il soit prêt avant pour les invests. C'était Bah oui. obligatoire. On a un Excel qui fait 30 pages de modélisation mathématique de notre token design, parce qu'on va avoir un token dans le futur. Il fallait quelque chose de sérieux en plus, donc on a passé beaucoup de temps là-dessus. Du coup, on s'est associé avec un venture studio pour nous aider, notamment pour le business, notamment pour le fundraise par la suite, tout. Et donc c'est ERA2140, ERA2140, qui est un venture studio. Donc c'est un startup studio et qui a un aspect venture aussi. Donc ils prennent des parts dans une boîte et ils l'accompagnent gratuitement en advisory pendant X années. Et donc du coup, ça nous a beaucoup aidé. Enfin, genre, ça nous aide encore beaucoup. On a eu un call avec eux il y a 2 jours. Bref, Génial. s'il y a des entrepreneurs qui me regardent et qui me disent oh non, j'ai pas envie de donner 5, 10% pour un startup studio, pour un accélérateur, qu'est-ce que vous voulez posséder 90% d'une boîte qui vaut rien ou posséder 20% d'une boîte qui vaut 20 millions tu vois. Donc et d'ailleurs aussi donc du coup on a relâché un peu d'equity parce qu'on a été pris dans l'accélérateur Cube 3. Donc de crypto c'est arrangé là. Ouais, ouais, bien sûr. D'ailleurs on commence la rentrée c'est dans 4 jours. Hein. Donc je serai rangé dans 4 jours. À 19. Et donc voilà. Donc tous ces acteurs-là nous ont permis de gagner du temps en termes de vision, parce que nous on vient du business en ligne entre guillemets et du média. Enfin voilà, startup c'est rien à voir. Genre Ouais, c'est le business. Ouais. il faut changer la façon dont ton cerveau réfléchit en fait. Et changer la façon dont ton cerveau réfléchit implique beaucoup de choses. Déprogrammer le cerveau, le reprogrammer. Exactement, faut le déprogrammer et le reprogrammer entièrement. Donc ça nous a beaucoup aidé d'avoir des advisors avec nous. Ah, génial. Génial. Bah, bravo pour tout ça, bravo pour la levée, bravo pour tout ce que tu mets en place. Franchement, c'est incroyable. J'ai une question pour les personnes qui nous écoutent. Bah, comment ça se passe justement l'onboarding chez vous? Si on veut commencer à utiliser votre application, je suis là, j'écoute et je trouve que c'est incroyable, je veux tester. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours client, où je dois aller et Ouais. qu'est-ce que je peux apprendre sur l'application? Alors, nous, on recommande d'aller. Il y a quelqu'un qui a sonné, je pensais le facteur. Pardon. Et je recommande d'aller sur la web app, donc app.learnify.xyz. On partage Après, le lien. après l'app, elle est disponible sur Android et sur Apple au moment où tu as publié le podcast. Parce qu'on a eu pas mal de problèmes sur Apple qui sont très très chers en termes de process. Et puis, comme nous, on délivre plus rapidement de features que Apple ne les valide, on a arrêté de faire valider les features sur Apple parce qu'à chaque fois, ça prend du temps à les valider et puis ils prennent 3 semaines à délivrer. Puis en 3 semaines, on a déjà délivré une nouvelle feature. Ah bah Donc, ouais. donc on va la soumettre sur Apple dans pas longtemps. Et il y a aussi une app Telegram qui arrive bientôt, Learnify. Donc on sera disponible à peu près sur toutes les plateformes. Mais je Wow. recommande d'aller sur la web app parce que la web app c'est la plus simple actuellement et il n'y a pas de. Je pense qu'il y aura moins de friction. Et donc il faut rentrer dans l'application, se connecter avec une email. Il y a une connexion Google par exemple si vous voulez. Il y aura plus tard une connexion wallet.
Et il faut rentrer l'invite code Learniki, donc Learnikey, donc Learniki. Et donc ça, c'est un invite code. On fonctionne qu'un invite code, puisqu'on veut contrôler la croissance et on voit venir, voir d'où viennent les flux. Et donc, invite code, Learniki. Puis une fois que tu es dans l'app, tu as juste à remplir un petit questionnaire pour comprendre d'où tu viens et tout. Et puis ensuite, tu es dans l'app. Donc voilà. Normalement, tu n'as pas grand-chose. Donc, tu as ici même, tu as la homepage que tu vois dès que tu arrives sur l'app. Donc, on recommande de connecter quand même son Discord et son Twitter, parce que tu auras des interactions et des choses à faire avec, et tu pourras gagner des points. Alors, la bêta, c'est quoi? C'est que tu as des Learnify points qui te permettront plus tard d'avoir des récompenses. Donc, ces Learnify points, tu les acquiers notamment en faisant des tâches dans l'application. Donc, en remplissant des daily quests. Donc, chaque semaine, tu as des nouvelles quests. Tu as l'aspect, donc du coup, les quests, c'est quoi? C'est remplir des cours, faire des mini-jeux, gagner des étoiles, bref, monter le leaderboard. Et tu as des social tasks. Donc, les social tasks sera d'aller retweeter un tweet qu'on a sorti, ce genre de choses. Ah, t'es sur l'app, c'est cool. Alors là, c'est la version desktop, du coup, bureau. On n'a pas encore optimisé la version desktop. Sur mobile, évidemment, on est mobile first, donc sur mobile, elle est optimisée pour mobile. On prévoit dans notre roadmap de faire une version desktop plus avancée, parce que celle-là, en effet, quand tu as l'écran, grand écran, c'est assez, les boutons sont assez éloignés et tout. Et voilà, ça, c'est l'interface. Ah, c'est génial, hein. C'est beau. Ouais. Ah ouais. En fait, faire des choses simples qui paraissent bien à l'œil nu, c'est vachement difficile. On dirait pas, mais. Regarde, clique sur Claim, là, de Daily Check-in. Voilà, donc là, tu récoltes. Donc, en fait, on est free to learn. Et donc, en fait, tu as de l'énergie tous les jours pour faire des tâches. Mais je te rassure, plus tard, on vendra cette énergie. Mais normalement, l'énergie gratuite chaque jour te permettre parce qu'en fait, on est obligé de monétiser parfois certaines choses. Mais voilà, l'idée, c'est que tu puisses faire toute l'application gratuitement si tu es actif tous les jours. Parce que si tu es actif tous les jours et que tu claimes ton énergie tous les jours, tu as assez d'énergie pour faire tous les cours que tu veux. Oh, la folie. Ça, c'est le but. Donc, l'application, on est super content. Et puis, ça fait depuis décembre, en fait, décembre, janvier, la démo était prête. Donc, on avait une démo. Avec cette démo, on a pu lever. Ensuite, on a fait l'application et elle est sortie vraiment en juillet, la version bêta/V1, voilà, auquel on est fier de présenter, quoi. Et là, actuellement, ça représente à peu près combien de membres? Là, on a 1300 utilisateurs, mais on est à 400-500 on est à 400-500 MAU, tu vois. C'est énorme. 70 DAU. Waouh, voilà. Impressionnant. Bah, c'est beaucoup, hein, sur une période aussi courte, de faire autant de personnes. C'est vraiment top. Bravo pour ça. Et donc, du coup, pour revenir à la question juste d'avant, donc quand les gens rentrent sur l'application et ils peuvent commencer à se former, sur quel sujet ils vont pouvoir se former? Alors, sur l'année 2024-2025, ça va être que la crypto. Plus tard, on va ouvrir à la finance et à la tech de manière générale, notamment l'IA, je pense. L'IA et la finance. Ça nous permettra d'ouvrir l'éventail de notre business model. Et puis, comme on est Web 2.5, donc c'est-à-dire que toute l'expérience blockchain dans Learnify sera invisible à l'œil nu, c'est le but, donc d'étendre à d'autres modèles et donc de faire venir des utilisateurs qui ne savent même pas qu'ils utilisent la blockchain. Tu as un mode, du coup, tu auras plusieurs modes. Là, tu n'en as qu'un pour l'instant, mais plus tard, tu en auras plusieurs. Mais le mode que tu as actuellement, c'est entre guillemets un mode campagne. Et donc, tu as différents thèmes, qu'on pourrait appeler chapitres, bref. Et donc, l'idée, c'est de te faire suivre un fil rouge pour comprendre certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, si demain, tu veux faire comprendre Bitcoin à quelqu'un qui ne connaît pas la blockchain, peut-être avant de lui expliquer la blockchain, tu vas lui expliquer comment fonctionne la monnaie. Et donc, c'est ça. Donc, en fait, un thème a un but particulier. Et à la fin du thème, le but, c'est qu'on t'ait suivi un fil rouge pour te permettre de comprendre à la fin l'utilité. Donc, Web 2, là, actuellement, on a 3 thèmes. Web 2 versus Web 3. L'histoire de la monnaie, donc pour comprendre Bitcoin. Et le troisième, je l'ai plus en tête. Et on va sortir d'autres thèmes comme ça.
Waouh, bravo. Comme ça. Et donc, du coup, ça permet de comprendre des choses qui permettent d'avoir des grandes bases et une culture aussi générale sur la finance et sur l'origine de la blockchain. Voilà. On essaie de pas que ce soit trop lourd. Là, on va pas commencer à rentrer dans le détail de Nick Szabo a dit que Bitcoin avait pas un consensus précis, donc du coup, il y a Dawei qui est arrivé, il a fait Bitcoin Gold, je sais pas quoi. Non, peu importe. On va pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est quand même d'avoir une connaissance large du sujet, mais de comprendre surtout la logique de pourquoi tu as besoin de ça, par exemple, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas rentrer dans le détail de Bitcoin. Moi, je suis pas ingénieur, mais je comprends l'utilité de la blockchain, tu vois. Donc, c'est ça l'idée. C'est de former des gens qui comprennent ces Ouais, les choses-là. bonnes bases. Hum. Les Parce bonnes qu'aujourd'hui, bases pour pouvoir. aujourd'hui, c'est plus développé. Mais par exemple, il y a quelques années, si tu n'étais pas un complotiste, tu pouvais pas comprendre que les banques, elles te la mettaient, tu vois, dans. Donc, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, tu vois. Même encore aujourd'hui, c'est quand même parfois mal vu. Je veux dire, il y a. Bon, après, l'écosystème crypto s'agrandit, donc tu as plein de gens qui n'ont pas même forcément les mêmes convictions politiques. Moi, je pense que Bitcoin est profondément politique que les anciens arrivants. Moi, je suis arrivé en 2017. Mais déjà, depuis 2015, je lisais sur comment comprendre les banques, tu vois. J'avais compris qu'il y avait une douille quelque part. Ah, il y Et, avait. Ouais. bon, voilà. Mais le Bitcoin, la blockchain sont profondément politiques. Donc, il faut comprendre pourquoi ça l'est. Ok, ok, je Politique, pas dans le comprends. sens droite-gauche, dans le sens sociétal. Je comprends. Actuellement, quand tu développes une activité comme la tienne, quels sont les principaux défis que tu rencontres? Quels sont potentiellement les blocages et comment tu essayes d'y faire face? Alors, moi, dans ma position personnelle, c'est plus l'organisation. Ok, Parce que c'est ma personne. Après, je vais te répondre plus largement. Moi, j'ai une femme, un enfant, un gros chien. Et j'aime passer du temps avec ces trois personnes. Mais il faut travailler. Donc, l'arbitrage est assez compliqué à faire, je t'avoue. ouais. Il y a L'équilibre pro-perso, c'est jamais évident. Hein. forcément un des trois qui va être délesté dans ma journée, tu vois. Qui va être lésé pendant ma journée. Donc ça, c'est des choses qui, moi, voilà, je ne je veux pas gagner de l'argent pour pouvoir voilà. Moi, je vais travailler, je vais gagner de l'argent pour pouvoir passer plus de temps avec eux, tu vois. Ça, c'est mon objectif. Donc du coup, même aujourd'hui, je suis pas prêt à travailler 10 heures par jour je suis pas prêt à sacrifier ma vie pour le travail. C'est quelque chose voilà, voilà, qui peut être mal vu, qui peut être truc. Il y a des gens qui pensent différemment. Moi, 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 je pars du principe où chaque jour en vie est un cadeau. Et donc, je suis pas prêt à travailler 10 ans de ma vie comme un lion, comme ils disent, pour pouvoir profiter dans le reste. Moi, je veux profiter dès maintenant avec les gens que j'aime. Puisque moi, j'ai eu des parents qui ont beaucoup travaillé quand j'étais jeune. C'est dommage en fait. Tu vois. Alors j'ai passé du temps avec eux, évidemment. Je suis pas en train de. Voilà, mais je me dis quand même, ils auraient pu être plus là, tu vois. Et donc moi, c'est pas le schéma que je veux reproduire. Ok, Et donc du coup, dans mon cas, c'est passer du temps avec eux et aussi pour moi, parce qu'il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse attention à moi aussi, tu vois. Donc c'est très difficile. Je pense la vie d'un homme en 2024, entrepreneuriat, il faut être en bonne santé, il faut avoir de la spiritualité, il faut passer du temps avec sa famille, il faut passer du temps à se cultiver, il faut passer du temps à networker, il faut passer du temps à travailler. Bref. ah, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc voilà. Donc ça, c'est mon premier défi. Après, je pense que les défis de manière générale d'un homme qui entreprend et d'un homme de manière générale, ça va être la gestion au stress. Je pense que c'est quelque chose de très Ok. important. Moi, j'ai les cheveux blancs, ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai beaucoup de cheveux blancs. Parce que notamment en crypto, en fait, j'ai fait des dingueries en fait en crypto. Je me suis calmé aujourd'hui, mais j'ai fait des dingueries qui m'ont fait perdre et gagner beaucoup d'argent et surtout perdre. Donc du coup, ce qui fait que voilà, c'est très voilà. Gestion au stress, je pense, d'évoluer dans un environnement qui est particulièrement difficile psychologiquement, je pense. C'est un univers qui est particulièrement difficile psychologiquement, je pense, très dur. Et surtout quand tu as à temps plein dedans. Ouais, c'est Donc, clair. euh, donc, je pense que la gestion au stress est importante, l'organisation personnelle, mais aussi du travail. C'était ça ta question, ça? Ouais, non, mais c'était ça, les défis que tu avais actuellement et potentiellement est en train d'y répondre. Potentiellement, justement, qu'est-ce que tu as développé comme connaissance en tant qu'entrepreneur au fur et à mesure des mois et des années? Et donc là, tu es en train d'expliquer justement la gestion du temps,
le stress, etc. C'est super, super intéressant. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'avenir de l'éducation? Parce que c'est quand même un mot qui est sur beaucoup de lèvres des gens. De l'éducation qui est archaïque, sur lequel on apprend de moins en moins de choses. Toi, tu te lances dans l'éducation web 3.0 ou 2.5. En tout cas, tu es en train vraiment de faire changer les choses. Comment toi, tu vois justement cette éducation dans le futur? Est-ce que tu penses que ça va réussir à évoluer? Alors, moi, je suis très attristé de voir que on est un pays de grands intellectuels. Ouais. La France enfin, sans la France, le monde n'aurait pas été ce qu'il a été. C'est-à-dire qu'on a inventé, la liste est longue, commençant par les vaccins, en allant par la fusée Ariane. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de choses, de choses qu'on a faites qui ont marqué le monde. Mais pas que des choses techniques, mais aussi des choses, des œuvres littéraires. Enfin, voilà, on a produit énormément de choses. La France est un des pays, je pense, qui a créé le plus de valeur dans la société humaine. Mhm. Et on a un pays d'intellectuels, réellement, qui a été un phare sur le monde. Et aujourd'hui, on a un des pays avec le plus. Je crois qu'on est le pays avec le plus bas niveau d'Europe en termes Oh, d'éducation, que ce soit en termes de mathématiques. Je vois ma femme est russe. Ma femme on s'est rencontrés en fait on s'est rencontrés, on avait 17 ans en colonie de vacances étrangère. Tu vois, on a gardé contact. Dès que j'ai commencé à travailler, je l'ai demandé en mariage, on s'est mariés, aujourd'hui on a un enfant. Bref. Donc elle est russe, tu vois. Elle n'est pas née en France, elle est pas née en Russie, genre elle a immigré en France parce que pour qu'on se marie, tu vois. Donc pour te comparer, euh, au collège, en mathématiques, ils font des choses de taré. Tu vois. Je vois sa sœur, et aujourd'hui, genre, il me semble que le niveau de mathématiques du lycée en France est celui du niveau, non, le niveau de prépa en France est celui du lycée en Russie. ah ouais, d'accord. Donc en fait, Effectivement, il y a une différence. on est de plus en plus nul en mathématiques, on est de plus en plus nul en littérature, en français, en histoire, en tout, tu vois. Et ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Parce que même si j'ai pas fait de grandes écoles et tout, bah, la culture et l'intelligence, voilà, et l'éducation se fait pas qu'à l'école. L'école t'apprend beaucoup de choses, mais c'est pas une fin en soi, je pense, l'école. Et donc, ça m'attriste beaucoup. Et je pense qu'avec des solutions plus adaptées aux étudiants et aux écoliers, on peut réussir à relever ce niveau. Des outils comme Learnify qui parlent plus. Alors après, c'est pas notre business model ni notre ambition d'aller dans les écoles, mais ça peut l'être un jour. Tu vois, Ah, je sais pas totalement. de vendre des applications Learnify en marque blanche. Probablement, j'en sais rien, tu vois. Je te parle de ça dans 5, tu vois, dans 5-10 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Donc, en tout cas, je pense que si les gens qui apprennent des choses avaient des meilleurs supports, ça irait bien mieux. Aujourd'hui, tu vois, il y a des livres, il y a des applications comme, qui font des audiobooks, là. Comment ça s'appelle il y a une application hyper Audible? connue. Ouais, Audible, merci. Et ben Audible a relancé une culture littéraire, puisque les gens C'est vrai. ont du mal à se concentrer sur un livre. Et puis même moi, des fois, je lis des livres, je lis beaucoup de livres, tu vois, et j'essaie de lire de littérature française notamment, et aussi des livres, tu vois, type business. Tu vois, j'ai un livre web pro marketing, par exemple, à côté de moi. Ok. Voilà, j'essaie de lire des livres business et aussi des livres historiques. Mais même moi qui suis très intéressé, je me dis, t'as des trucs pendant 50 pages, il se passe rien, tu vois, comment les mecs ils font pour. Et donc, je trouve que ces technologies, ces outils qui permettent d'avoir de la culture et de l'éducation, peut-être qui correspond plus à notre condition actuelle, c'est important. Et donc, du coup, pour moi, développer des outils qui rentrent dans cette logique, ça contribue. Ouais, Ça c'est clair. contribue. C'est un business, mais ça contribue aussi. Je suis pas en train de faire une application. Je suis pas en train de renier ça, mais je suis pas une application de finance, tu vois. Je suis pas une application qui va servir qu'à des gens qui ont de l'argent et qui veulent faire de l'argent, tu vois. C'est très bien, mais c'est pas avec ça que je pense que C'est pas là où qu'on tu vas avance, aller, surtout. Ouais, non, c'est avancer le clair. monde. Alors, certes, l'EdTech, l'éducation, c'est pas l'industrie la plus sexy, tu vois. Mais c'est une industrie qui est en constante augmentation. On n'est pas sur une bulle. On n'est pas sur l'IA, on n'est pas sur on est sur quelque chose qui sert réellement l'humanité et qui va faire que grossir, je pense, dans le futur. Euh, donc je déplore beaucoup ces situations et j'aimerais bien qu'avec des solutions comme Learnify, alors, ça fonctionne bien. Moi, Learnify, je m'en sers, j'adore. Tu vois. Ça correspond plus à ma façon de penser, de réfléchir et de me concentrer.
Donc, Ouais, et voilà. puis la force que tu fais, c'est que tu fais du free-to-play. Ah, c'est quand même assez Ouais, incroyable. Parce que bah, tu le disais, tu prenais comme modèle Duolingo, qui est peut-être le modèle actuellement de application, apprentissage, etc. En ligne. Bon, c'est vraiment pour apprendre seulement les langues, mais bon, déjà là, c'est incroyable. Mais eux, ils sont payants. Ok, tu as une partie qui est gratuite, mais dès que tu vas aller un peu plus loin, tu es obligé de payer à un moment. Et là, toi, tu te lances, tu fais du free-to-play et tu dis, bah, ok, pour moi, l'éducation, elle doit être gratuite. Et si il y a des gens qui doivent payer, bah, c'est pas vous, c'est les sponsors. Et ça, c'est ouais. smart. Ça, c'est smart. Et justement, Et comment. Dis-moi, Thibaut. j'espère que ça a fonctionné, hein. J'espère que ça fonctionne, on va tout faire pour. Il n'y a pas, ouais, il y a pas un monde où ça va pas fonctionner. Moi, je suis sûr que ça va fonctionner. La question que je voulais te poser, c'est justement, est-ce que c'est facile de trouver des sponsors quand on est dans l'éducation? Ah, en fait, il y a plusieurs choses il y a plusieurs problématiques que je rencontre actuellement, donc je peux très bien t'en parler parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille actuellement. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le business développement, le deal flow entre guillemets de sponsors. Ok. C'est aussi pour ça qu'on a anticipé il y a 1 an et demi, c'est parce qu'on s'est associé à des gens. C'est aussi pour ça qu'on rentre dans Cube 3 actuellement. Tu vois, c'est parce qu'on veut avoir plus de crédibilité et plus de réseau pour pouvoir derrière acquérir plus de deal flow et du coup qu'au final, bah, ce deal flow fasse un effet boule de neige et ensuite on n'est plus à chercher. Donc c'est assez difficile parce qu'en fait il n'y a pas un monde où tu vas DM, où tu vas envoyer des emails, tu vois. C'est possible, hein, mais je pense que ça Ouais, impacterait ton image. ouais. Mais tu t'envoies 100 000 emails, tu vois, à Defender. Là, j'ai un pote, hier, je parlais avec lui. Il a un outil, et il m'a dit hier, dans son outil, il a 112 000 emails de gens qui travaillent dans la crypto, tu vois. Donc, bah, on fait un copy-call, j'envoie 112 000 emails, et peut-être qu'il y en a 50 qui répondent, tu vois. Sauf que ça a impacté ton image de marque, parce que derrière, il y a plein de gens qui ont vu ta marque et qui l'ont associé à du spamming, à du truc, tu vois. Donc, en C'est fait, vrai. le plus dur, c'est le bouche à oreille et trouver des premiers sponsors. Là, on a de la chance. On a réussi, notamment, enfin, c'est grâce à Cube 3. Hein, je ne vais pas m'octroyer ces lauriers. Cube 3 nous a mis en relation avec la Solana Foundation, qui ont pas mal de connexions. Et la Solana Foundation, supportée par Cube 3, nous faut confiance. On a de la chance, c'est Berachain qui est venu à nous. Parce qu'ils ont des super BD, tu vois. Mais tout le monde n'a pas des super BD. Et donc, bah, bon, les premiers, c'est les plus durs à avoir. Et ensuite, ce sera de développer notre système de récupération de deal flow constant. Ensuite, il y a un second problème qui est de l'image de marque. Si je te dis de fermer les yeux et de penser à Coca-Cola, t'as pas besoin de pub, enfin de plus de, t'as pas besoin de, t'as plein d'images qui viennent de moi. J'ai le Père Noël, j'ai la canette, j'ai l'odeur, j'ai les bulles, j'ai le bruit le bruit, tu vois, de trucs qui s'ouvrent. C'est ça une image de marque. Et en fait, le plus dur, c'est de réussir à créer une image de marque. C'est pour ça qu'au début, je t'ai parlé Enjoy Education Again, Open Learning. On a aussi le mot Learntainment. Tu vois, on développe notre wording, on développe notre image de marque pour que d'elle-même, la marque parle aux autres. Et Ouais. pas, oui, il y a un Duolingo pour la crypto, tu vois. Genre, le plus dur, c'est de développer une image de marque et de transmettre cette image de marque à travers ce que tu décris, à travers la façon dont tu parles, tu communiques. Donc ça, c'est deux problématiques. Donc, le deal flow de sponsor et l'image de marque. Ça, c'est deux choses très importantes. Et ensuite, tu as, Ok. plein de détails qui viennent. Voilà, mais c'est notamment les deux grosses problématiques et les deux choses sur lesquelles je travaille actuellement. Ok, super. Bah, bravo. Mais bon courage pour tout ça. Euh, Comment et est-ce que, mais je pense que oui, comment tu intègres la blockchain justement dans l'écosystème? Parce qu'on sait que le Web3, c'est tout ce qui est lié à la blockchain en grosse partie. Comment tu intègres, toi, la blockchain dessus, sur ton application, au-delà de donner des cours? Est-ce que tu l'utilises d'une autre manière derrière? Alors pour l'instant, tout est off-chain, pour l'instant, mais on a un roadmap. Dans quelques mois, quelques semaines, on devrait avoir un wallet connecté à l'application. Donc première fonctionnalité, recevoir des récompenses en crypto. Déjà, c'est pas des moindres, hein, c'est quand même important. Pouvoir recevoir des tokens, des NFT, les sortir et les vendre. Première chose. Ensuite, on aura la fonction PVP plus tard. Le Ok. PVP plus tard. Est-ce que tu as joué à Duel Quiz? Tu connais Non. moi, je suis de ces générations-là au lycée où on jouait à Duel Quiz. Et donc, Duel Quiz, genre, tu peux t'affronter avec des gens dans ton réseau, donc disponible autour de toi, tu vois, localement, ou en multijoueur en ligne. Et Ok. donc, tu peux t'affronter sur des choses de la culture générale.
Ça va sur tous les sujets. Sciences, histoire, mathématiques, bref. Et tu peux faire duel quiz contre tes potes et voir quel plus part. Tu vois, ça, c'est un truc. Ah, t'es trop con, je t'ai battu 10 fois d'affilée, trop bien, tu vois. Et donc, du coup, on veut instaurer du PvP on-chain. Donc, ça va être un peu complexe. Donc, c'est plus tard dans la roadmap. Q1, Q2 2025. On va implémenter ça. Et donc, tu pourras créer un vault, donc un smart contract, où tu pourras déposer des tokens et affronter un mec en ligne, faire un tournoi ou affronter un pote. Génial. Et du coup, tu pourras même inviter un pote en PvP qui n'a pas l'app. Et derrière, s'il veut récupérer ses récompenses, il doit télécharger l'app. Ce genre de truc, tu vois. Ça, c'est une méthode de gros hacking, par exemple. Tu peux inviter un pote qui fait du PvP sur ta web app sans qu'il ait un compte. S'il gagne le duel et qu'il veut récupérer ses 2 $ de token, il faut qu'il se crée un compte. Tu vois. Et là, il est user. Et il est hook. Ça, c'est des petites techniques de gros hacking, mais typiquement, le PvP on-chain, donc voilà, ça sera un truc à faire plus tard. Et ensuite, tu auras tout le token design. Donc, comment ça va fonctionner? En fait, on aura du coup des revenus de l'application B2C, donc ceux qui payent un abonnement, ceux qui achètent des trucs dans l'application, des perks, des trucs. Et 80% des revenus on-chain seront redistribués aux stakers du token Learnify. Ok. Donc, déjà, tu as le learn mining. Donc, déjà, tu as une partie de la supply qui est réservée à récompenser les utilisateurs. Une partie de la supply qui sera réservée en airdrop. On peut pas le cacher, mais voilà, on le crie pas sur tous les toits, mais bon, là, je peux le dire parce qu'on est transparent sur ce podcast. Et une partie de la supply qui sera, et donc, du coup, la supply gagnée dans le système sera redistribuée aux stakers du token learn. Voilà, donc imagine si Duolingo redistribuait 100 millions de ses revenus par an aux stakers du token Lingo ou Duo, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire. Comme nous, notre business model, de toute façon, il est B2B, on peut redistribuer le modèle B2C on-chain. Ok. Super, super smart. Et en plus, on voit qu'actuellement, nous, on est aussi parallèlement dans d'autres écosystèmes, enfin dans d'autres boîtes, on travaille beaucoup la finance, les levées de fonds, les accompagnements sur les sociétés. Et on voit ce qui sort beaucoup en ce moment, c'est vraiment les business models qui sont liés à l'éducation. Je pense qu'il y a vraiment un besoin. Et quand toi, tu en parles, on sent vraiment ce besoin et cette explication-là. Quand tu dis, il y aura peut-être un système de gamification où vous pourrez faire un peu des concours, des jeux face à une personne, etc. Ça, c'est super intéressant. Parce que du coup, il y a beaucoup de jeunes qui actuellement sont tout simplement des geeks ou qui passent leur temps sur les jeux vidéo. Mais si tu peux lier éducation, jeux vidéo, gamification, apprentissage, plaisir, tu changes tout, tu vois. Et je pense que même, parce que c'est déjà le cas dans certaines activités, mais que ça va être encore plus le cas dans le futur, qu'il y a du recrutement qui pourrait se faire par la suite grâce à ton application. Je m'explique peut-être un peu plus en profondeur, mais ceux qui auront les meilleures notes, les meilleurs résultats quand il y a une boîte qui veut chercher, il va taper Thibaut, il va taper Learnify, il va aller regarder. Je prends l'exemple, on sait que dans la Formule 1 ou plutôt dans les sports automobiles, il y a des gens qui jouaient à la base sur Gran Turismo et qui sont après devenus des pros. Je sais aussi que dans le cyclisme, il y a des gens qui ont fait ça sur Swift et après ils sont devenus professionnels. Et il y a des boîtes sur lesquelles on voit de plus en plus de dossiers passer où justement, ils disent, vous voulez faire un recrutement, vous nous appelez, vous faites un jeu et ceux qui gagnent le jeu peuvent potentiellement postuler chez vous. Et ça, c'est exactement ce que tu es en train de mettre en place, c'est exactement ce que tu as en tête et c'est incroyable. Ça va tellement tout changer pour les RH, pour le recrutement, pour l'apprentissage, c'est fou. C'est énorme que tu y aies pensé. C'est clairement dans notre axe de développement et en business model. Nous, on commence déjà à le faire, mais sectariser ou sectoriser. Sectariser, c'est un peu plus génératif, mais sectariser, bref, peu importe. Segmentiser nos utilisateurs par connaissance, quand on aura une académie plus grande et du coup pouvoir proposer à des plateformes un certain type d'utilisateurs qui a un certain type de profil. Plus tard, et bientôt d'ailleurs, on aura le premier diplôme on-chain de l'Académie Learnify. Et l'idée, ce sera de faire reconnaître ces applicatifs dans le monde réel et de servir réellement. Voilà, donc tu as tout à fait compris. Trop bien. Et donc, du coup, actuellement, j'imagine que vous cherchez d'autres sponsors. Vous cherchez continuellement à vous développer. Pareil, si je souhaite, j'écoute le podcast, je souhaite sponsoriser. Comment ça se passe sans aller dans les détails, mais où c'est que je dois te contacter Pour l'instant, nos offres sont assez. Alors, on a une offre pour l'instant
qui va être, je pense, 1500-2000 euros. On est encore sur le positionnement. On n'est pas encore fixé sur ça, mais ça va être entre 1000 et 2000 euros. Voilà. Et donc, du coup, pour ceci, tu as droit, du coup, à une weekly quest, enfin, une weekly week, une quest weekly sponsorisée. Donc, en fait, tous ceux qui vont aller sur les daily quests pendant toute la semaine, ils verront ta boîte. Il y aura évidemment des quêtes sur toi dans la weekly quest. Ensuite, tu auras un cours sur toi, bien fait, bien incorporé. En fait, c'est comme une ads, mais c'est bien fait, c'est pas une bannière, voilà. Donc, on va parler de ta société dans un contexte et les amener à utiliser ton produit. On pourra même aller jusqu'à customiser et brander un cours, tu vois. Là, il n'y a pas le screen, mais normalement, voilà, on peut imaginer bon, plus tard, c'est pas grave. Donc, il y a une map, en fait, tu as une mini-map où tu as des blocs de contenu et tu dois suivre tous les blocs de contenu pour finir le cours. Et donc, on peut imaginer brander ça soit à ta boîte. Et derrière, tu peux également, tu dois, enfin, c'est recommandé normalement, mettre des récompenses aux utilisateurs pour qu'ils suivent ce cours et apprendre et soient encore plus incentive à suivre ton cours. Donc voilà, là, c'est la partie qu'on appelle Product Education. Donc, on fait du product education sur ton produit, c'est du sponsorship, de l'open learning. Et plus tard, on fera acquisition tool quand on aura plus d'utilisateurs. Mais ça, c'est l'offre qu'on a actuellement. Et donc, si ça vous intéresse, voilà, on grossit de plus en plus, on a de plus en plus de crédibilité dans l'écosystème avec des sponsors plus ou moins gros. Et donc, si ça vous intéresse de participer à ça, vous me contactez sur LinkedIn et on vous fera, on vous intégrera dans l'application. Vous supportez l'open learning, vous supportez l'éducation et ça, c'est super. C'est fou. Et donc, du coup, actuellement, donc le sponsoring, c'est avec un paiement mensuel, c'est pas par an, comment ça se passe? Non, pour l'instant, on n'a qu'une offre. Tu payes une fois pour une weekly quest et un cours sur toi qui est mis en avant pendant une période et qui restera sur l'application par la suite. Ok, super, super cool. Est-ce que par la suite, tu penses que vous allez continuer à relever des fonds comme vous avez déjà fait la première fois? Ou est-ce que Il y a un adage dans la tech, si tu peux lever des fonds, fais-le, tu vois. Donc, on était en call hier avec nos coachs en levée de fonds. Donc oui, c'est prévu. Ce sera une seed d'ici. Après, c'est une seed, elle est privée, tu vois. Mais ce sera une seed, ouais, enfin. Je pense que ça va être Q1 2025, considérant le marché. Là, on a besoin de plus de metrics, on a besoin encore plus on a besoin des revenus, on a besoin de plus de revenus. MRR, bah ouais. Voilà, plus de revenus. Mais normalement, premier trimestre 2025, on relève, enfin, on commence la phase de levée. Après, ça va prendre du temps et on culminera sur un petit launchpad pour nos utilisateurs. Ok. Parlons un petit peu plus, Thibaut, de l'écosystème Web3 en général. Ça fait déjà très longtemps que tu es dans l'écosystème. Vraiment, bravo pour toi, pour ce passage à l'action, vraiment très tôt. Comment toi, tu vois le Web3 évoluer au-delà de la partie simple éducation, etc. Comment tu le vois évoluer? Est-ce que tu trouves que c'est cool? Il y a de plus en plus de gros acteurs, BlackRock, etc., qui commencent à venir, notamment via les ETF. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors, il y a quand même deux choses différentes. Il y a les utilisateurs et il y a BlackRock. Moi, après BlackRock, quand tu connais BlackRock, tu sais ce qu'ils font. Tu sais qu'ils contribuent à l'inégalité d'accessibilité au logement. Tu sais que en ce moment, ils sont en train de racheter toute l'Ukraine. Ils sont en train de voilà. BlackRock, il y a plein de choses très shady qu'ils font. Et je pense qu'en effet, ils auront un des rôles les plus importants. En tout cas, ils auront un rôle des plus importants dans l'humanité dans les 100, les 1000 prochaines années, parce que c'est sûr que ils posséderont tout ce qu'il y a sur la planète. C'est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde et ce sera sûrement celui qui possédera plus tard toutes nos maisons, toutes nos entreprises et tout. Je suis un petit peu complotiste là-dessus. Mais bon, peu importe qu'ils aillent sur la. En fait, moi, je fais vraiment une différence entre l'applicatif et le financier. Okay. Pour moi, le plus important, c'est l'applicatif, puisque j'ai découvert Bitcoin comme une alternative aux banques. Tu vois. Comme une alternative et Ethereum et smart contract, enfin Bitcoin, j'englobe toute la crypto. Moi, je suis spécialisé et je suis passionné par tout ce qui est consumer. Évidemment, je fais une application consumer. Moi, les applications protocole DeFi, DEX spécialisées, ça m'intéresse pas. J'ai eu ma période où je m'intéressais beaucoup à ça, au début de la DeFi, au début des NFT, au début de ces choses-là. Aujourd'hui, c'est très développé, c'est très technique, ça m'intéresse beaucoup moins. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'applicatif. Tu vois, une application comme Learnify, elle permet d'utiliser la blockchain à tout le monde. Alors qu'un énième DEX c'est ok, cool, mais
Très bien, ça marche, ça lève, ça, très bien, ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'applicatif, donc c'est l'impact direct sur les gens du quotidien. Donc, je sais pas, un jeu vidéo, une application de health, tu vois, comme fait Stepen. Stepen, j'ai adoré Stepen, l'applicatif Stepen. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Et donc, de plus en plus d'applications consumer lèvent de l'argent, de plus en plus d'applications avec une utilité dans le futur, par exemple pour la creator economy, tu vois. Moi, j'ai adoré, comment ça s'appelle, Friendtree, Friendtech. Friendtech, l'application qui te permet de détenir des clés de créateurs. Voilà. Friendtech, j'ai adoré. J'ai un pote qui fait une application qui a levé des millions en plus, il est trop fort. Un pote à moi, et je l'ai connu il y a quelques années, aujourd'hui c'est un boss. C'est une application qui s'appelle Focus Tree. Focus Tree. Donc, Focus et Tree comme l'arbre, que j'utilise d'ailleurs. C'est une application que j'utilise tout le temps. En fait, c'est la première application de focus, donc de concentration avec de la blockchain. Ça, c'est le genre d'application que j'adore. Et donc voilà, pour moi, l'écosystème consumer se développe et c'est très bien, et c'est l'écosystème que je préfère, le secteur que je préfère. Comment je vois l'avenir, je peux que l'aborder avec optimisme. Moi, je suis optimiste de manière générale, même si je comprends bien ce qui se passe autour de nous, mais je suis optimiste dans le fait que j'ai confiance en l'humain. Et donc, je vois que du bien de l'écosystème crypto qui se développe, avec l'IA aussi. Enfin, ça a l'air. Je suis très enchanté de pouvoir vivre cette période-là. Je suis ravi de pouvoir vivre dans une ère où on va découvrir l'avènement de la technologie dans l'humanité, et je suis très optimiste là-dessus. Donc, je suis hyper curieux de voir ce que les 20-30 prochaines années vont nous amener. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Bon, là, c'est que le début. Bon, ça fait maintenant des années et des années que le Bitcoin existe, mais l'écosystème Web3 est seulement vraiment qu'au début. Ça va encore durer très, 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 très longtemps, sûrement jusqu'au Web4. Et même durant le Web4, c'est pas pour ça qu'il y a le Web3 que le Web2 s'arrête. Bien au contraire, ce sera des tranches ou des superpositions de technologies qui vont permettre de faciliter encore la vie. Donc, c'est vraiment que le début. Et le fait qu'il y ait des gros acteurs, ça permet aussi de montrer que l'écosystème n'est pas que scammy, parce que pour beaucoup de gens, quand on parle de crypto, on entend parler de scam. De moins en moins maintenant, c'est une très bonne chose. Et du coup, grâce à des sociétés comme la tienne, des activités comme la tienne et comme les gros acteurs, ça permet de montrer que dans l'écosystème, il n'y a pas que les cryptos, il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire autour et qu'il y a des projets énormément sérieux qui se lancent. Donc vraiment, bravo à toi pour ce que tu fais. Tu permets vraiment à beaucoup de gens de pouvoir grandir. Comment on fait quand on est entrepreneur comme toi de pouvoir jumper? Ça, c'était vraiment une question. Tu as traité un petit peu le sujet et je voudrais revenir dessus. Comment on fait pour jumper du Web 2 au Web 3? Parce que justement, ce n'est pas super facile. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal là-dessus. Et toi, tu as réussi à le faire. Donc, comme tu disais, tu as tout redéprogrammé. Tu as tout reprogrammé pour que ça fonctionne. Si tu avais des conseils à donner aux gens justement qui sont dans le Web 2, qui veulent jumper sur le Web 3, etc., quels conseils tu donnerais? Parce que c'est intéressant de savoir comment toi, tu as réussi ça. En fait, je ne pense pas que ça diffère tant que ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès dans le Web 3 actuellement qui étaient dans le Web 2 avant. Donc, en fait, la seule chose qui va vraiment différer peut-être, c'est les méthodes de growth et les business models. Sinon, le reste, ça ne change pas. La technologie, il n'y a pas grand-chose de différent. Tu builds une application Web3 comme tu builds une application Web2. Sont des devs full stack aujourd'hui, ils peuvent faire une transition avec du Solidity, il n'y a pas de problème là-dessus. Notre dev, d'ailleurs, notre CTO, il sait faire du Solidity, tu vois. Il ne sait pas développer des protocoles DeFi complexes, mais il sait faire des choses intéressantes, tu vois. Je pense que c'est déjà un mindset. Web 2, Web 3, c'est un mindset d'appréhension de la tech. Je pense qu'il faut avoir une bonne vision de l'innovation. Et je pense qu'un bon entrepreneur tech pourrait être un bon VC tech. Tu vois. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne vision de comment peut évoluer un business model. Il faut bien s'entourer de bons techs qui peuvent aussi avoir cette vision parce que nous derrière on build l'Earnify, mais derrière il la build de telle manière qu'on puisse la scale, en faire ce qu'on veut,
Enfin, tu vois, C'est clair. si tu es un non-tech, il faut quand même être très bon comment dire, dans le business, de manière générale. Je pense pas qu'il y ait tant de choses qui fassent que ces deux extrêmes n'aient pas de similitude. Je sais pas trop comment répondre à cette question plus précisément, mais en tout cas, C'est déjà très précis. Ouais, Web 2, Web 3, pas grande différence. C'est vraiment la façon dont tu abordes le business model et les méthodes de croissance. Donc, Trop bien. il y a des gros sacs que tu peux avoir dans le Web 3, que tu peux avoir notamment avec un airdrop, que tu peux avoir avec, nous, ce qu'on fait, genre on prend un sponsor qui donne des tokens et donc du coup, voilà, financiarisation du consumer. Ouais, pas grande différence. Après, si tu es un entrepreneur très classique, donc entrepreneur de business physique ou tu as un bureau de comptable ou je sais pas, tu vois, je pense que c'est assez difficile si tu n'aimes pas la tech de manière générale de te lancer dans le Web3. Il faut être curieux de l'innovation, il faut être curieux de la tech. Moi, je passe mes semaines sur des blogs tech, voir les nouvelles trends, les nouvelles fundraise. Voilà, ça c'est vachement important. Je pense qu'il faut être hyper curieux pour comprendre la tech. Parce qu'en fait, si tu n'es pas curieux, si tu digues pas dans plein de choses différentes, tu vas moins avoir cette vision d'innovation dans le futur et donc qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui marcherait pas et tout. Et il faut aussi beaucoup s'inspirer des autres, beaucoup comprendre ce que font les autres, savoir prendre des problèmes qu'ont les autres et voir les solutions qu'ils ont développées et peut-être essayer de changer la façon dont ils ont résolu le problème, mais pour l'appliquer à toi. Enfin, voilà, il y a plein de. Faut être curieux, faut être très très curieux. Ouais, c'est clair. Quand on parle justement de passage Web 2, Web 3, quand on parle d'éducation, quand on parle de communauté, etc., il y a souvent un sujet qui revient sur la table, c'est les events, sur lequel il y a pas mal d'événements qui se font en France, un petit peu à droite, à gauche, justement, où tu peux rencontrer les gens de la communauté, tu peux apprendre, tu peux te développer, etc. Est-ce que toi, les events, c'est quelque chose sur lequel on peut te croiser de temps en temps? Tu participes à des events? Complètement. Depuis 2017, j'en fais. J'ai rencontré Asher à ses tout débuts en 2018 à la Paris Blockchain Summit, il me semble. J'ai même Ouais. une photo quelque part avec lui. Ah, trop cool. Il était tout jeune et moi j'étais tout frêle. Donc ouais, c'est hyper important. Moi après j'ai fait des événements très 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 jeunes entre guillemets, c'est-à-dire dès 2018 j'ai commencé à faire des événements, ce qui m'a permis de rencontrer des gens qui sont aujourd'hui bien plus hauts que moi, tu vois. Donc voilà, rencontrer des gens, faut être un yes man un peu, faut être un yes man, mais faut pas aller. Aujourd'hui la problématique je pense dans les événements de manière générale. C'est d'y aller et de faire la fête. Tu vois. Alors c'est bien de la faire périodiquement, tu vois, mais typiquement, je vais pas à un événement si je sais que je vais recroiser encore les mêmes personnes et si c'est juste pour alcool, tu vois. Alors j'adore ça, je dis pas non, tu vois, mais il faut savoir faire l'arbitrage sur ça. Et surtout pas dépenser son temps et son argent parfois pour des choses qui n'en valent pas la peine à l'instant T. Parce que se déplacer, prendre un hôtel, payer un événement, c'est de l'argent, tu vois. Donc il faut qu'il y ait une rentabilité derrière. Et si c'est juste pour aller faire la fête, bon bah autant boire une bouteille de vin à la maison, tu vois. Ouais, autant aller bosser surtout, ouais. Ça sera plus rentable. Ouais, enfin voilà, si t'as envie de faire la fête, voilà, bref. Et donc moi je vais à beaucoup d'événements, je les sélectionne et je sélectionne aussi la période où j'y vais. Tu vois là, cet été il y avait plein d'événements, j'en ai pas fait parce que j'avais envie de rester focus, puis j'avais envie de prendre des vacances avec ma famille, tu vois. Donc moi, je vais, alors, par exemple, Block Expo qui est à Toulouse Bientôt, là. en octobre, j'y vais. Trop cool. C'est la première édition, d'ailleurs, je serai speaker, j'aurai un stand là-bas. Il y a CryptoCer qui est la 3e édition. J'ai fait la première édition, j'ai fait la seconde, et là, je serai à la 3e. Ah, bravo. Voilà, il y a Token. Bon, t'es exposant là-bas ou tu viens en visiteur? Je serai exposant et speaker. Waouh. Il y a Token 2049 à Singapour, mi-septembre. Donc moi j'y serai pas parce que moi je serai à Angers. Puis bon, on a la chance d'avoir mon CTO qui vit en Thaïlande. Donc si tu veux, aller-retour en avion 163 €. Si tu viens de France, c'est 2000, tu vois. Donc bon, c'est plus facile pour lui d'y aller. Et puis comme il est dev, il a des réductions de partout. Il va dans une hacker house, Airbnb, donc une hacker house, tu payes rien. Tu as un billet de dev, donc tu payes 3 fois le prix. Enfin, si tu as un dev en crypto, tu as les portes ouvertes. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire des événements. Si tu fais pas des événements, tu n'as rien compris. Il faut se faire un réseau. Une fois que tu as un réseau, il faut l'entretenir. Et du coup, pas perdre aux events.
Moi, il y a des events, je les sélectionne. Voilà, je les sélectionne. Je sélectionne mes events. Je passe pas ma vie dans les events, mais je les sélectionne. Il faut les faire. Ouais, Parce que, ouais, super smart. En tout cas, on voit que tu choisis des bons events et que tu fais les choses effectivement pour pas rencontrer les mêmes personnes parce que tu n'as pas le même public à CryptoXer, tu n'as pas le même public dans ouais, d'autres choses. Et là, c'est bien parce que justement, tu mixes et donc vraiment bravo à toi. C'est super intéressant tout ce que tu nous as dit, Thibaut, là, pendant cette heure 15. On arrive gentiment à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a des sujets ou d'autres choses sur lesquelles tu voudrais revenir, des sujets qu'on a traités, des sujets que tu voulais traiter, qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter? Tu as un petit peu le mot de la fin. Tu as même ouais. le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous Pas partager le mot de encore la fin, le sujet de la fin. Parce que sinon, j'ai un sujet. Pardon? Que représente Bitcoin pour toi, Jean? Que représente Bitcoin pour moi? C'est En un mot. c'est un, En un mot. c'est un mix de plein de choses. C'est un mix Ah, de plein de choses. Dans un premier temps, pour moi, Bitcoin, c'est 100% de l'investissement. Ça, c'est vraiment ce que ça représente pour moi, le plus à 100%. Derrière Bitcoin, donc on va dire 90% pour moi, c'est de l'investissement. Les 10% qu'il y a derrière, au-delà d'être juste peut-être potentiellement pas une monnaie d'échange, mais une valeur de réserve, donc via l'investissement, je pense que Bitcoin, à terme, va tout simplement changer l'écosystème financier en montrant qu'en fait, la possibilité des transactions est possible. Et c'est grâce à Bitcoin que ça a commencé. Nous, si on est dans le Web3, c'est parce qu'on a aimé Bitcoin dans un premier temps. Pour beaucoup de gens, c'est ça. Et pourquoi on a aimé Bitcoin? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de faire ce que font les banques sans les banques, de faire ce que font les notaires sans les notaires, en fait, de simplifier le marché, de sécuriser le marché sans forcément perdre du temps et perdre du temps, des frais, etc. avec le business actuel. Et donc, le peer-to-peer, c'est vraiment Bitcoin qui a pu mettre ça en place et surtout sécuriser tout le système avec sa propre blockchain. Donc, Bitcoin, pour moi, ça représente un investissement dans un premier temps, mais c'est surtout une nouvelle façon de fonctionner pour beaucoup de gens et c'est ça qui apporte beaucoup de valeur dans le Web3. Ok, top, 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 top. Top. Merci en tout cas Merci Thibaut en tout cas pour ta question. Ah ouais, c'est vachement intéressant. Il y a une partie de tes réponses, enfin, évidemment, c'est l'investissement, mais ça va de soi. Mais pour moi, Bitcoin représente la liberté. C'est genre l'allégorie de la liberté et du contre-pouvoir. Tu vois, puisque aujourd'hui et de plus en plus, je pense qu'on a de moins en moins de raisons de faire confiance en l'État, au nôtre et peut-être à d'autres pour d'autres, mais moi je suis français donc je parle de l'État français. Et donc on a de plus en plus de raisons de ne pas faire confiance en l'État. Moi personnellement, j'ai pas confiance en la propriété privée. Ouais. Pour moi, la propriété privée existe, mais dans un pays socialiste et de surcroît en Europe, je pense pas qu'elle existe réellement. Partout en Europe, tu vois notre liberté, nos libertés s'amoindrir. En Allemagne, il y a des parents qui se sont fait retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils mettaient l'école à la maison et que l'État a jugé qu'ils étaient trop réfractaires, complotistes, tu vois, en mettant ses enfants à l'école à la maison, puisque tu ne le mets pas dans le système et donc forcément tu peux représenter un problème. En Angleterre, récemment, il y a des gens qui se sont fait arrêter pour un commentaire Facebook. Non. D'accord. Ah ouais. Je suis sûr que si, il y a eu une révolution cet été, une mini-guerre civile en Angleterre. Il y a des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils mettaient un commentaire sur Facebook pour supporter ces révoltes, ces soulèvements. Vraiment, il y a des gens qui ont pris des mois de prison pour ça. Donc voilà. Et en France, on a des propriétaires qui se voient expropriés par des squatteurs. Ouais. Il y a récemment, il y a une femme, je te parle de ça parce que j'ai lu dans la presse il n'y a pas longtemps, une femme qui est rentrée de vacances. Il y avait un mec chez elle, et puis elle n'a pas pu rentrer. Et puis elle ne peut pas rentrer. Ça fait des semaines qu'elle est de vie dans la rue parce qu'elle n'a pas de famille et que ni l'État ni la police ne veut déloger le mec. Donc, j'ai pas confiance en l'État, j'ai pas confiance en la propriété privée, j'ai pas confiance en notre police, j'ai pas confiance en banques. Et donc, pour moi, Bitcoin représente un moyen pour moi d'être inviolable, d'être impliable, d'être comme les bitcoins antifragiles, tu vois, de pouvoir résister à la propagande, de pouvoir résister à une certaine oppression que pourrait représenter l'État sur mes droits et sur ma liberté. Et donc pour moi c'est ça que représente Bitcoin pour moi. Voilà.
un contre-pouvoir en un État qui est devenu fou et qui veut s'octroyer toujours plus de pouvoir et d'emprise sur le peuple. Voilà. Waouh. Ok. Bah, merci pour ce partage aussi et ta vision. C'est très, très, très intéressant. Et bravo encore une fois pour tout ce que tu fais bah, voilà, pour l'éducation. Et on voit aussi que quelque part, dans ce que tu expliques quand tu décris Bitcoin, bah, on voit pourquoi aussi tu as créé Learnify. Tout simplement, pourquoi tu l'as confondé, pourquoi tu es le CEO actuellement de Learnify. Tout simplement, justement, parce que tu n'as pas forcément confiance à 100% à ce qui est mis en place et que justement, s'il y a des personnes qui veulent apprendre plus de choses et des choses qu'ils apprendront jamais à l'école, notamment la finance, notamment le Web3, en tout cas pas dans les peut-être 10, 20, 30 prochaines années, bah, il y a des personnes comme toi qui se lancent, qui se mobilisent justement pour faciliter l'information et l'accès à l'éducation pour tous. Et vraiment, bravo à toi. On est déjà en contact avec certaines blockchains, notamment Livepeer. Je ne sais pas si tu vois. Cool. On est en contact avec eux pour comment faire pour que notre contenu nos formations soit incensurable. Et donc, c'est un des buts futurs de 2025. Pour Ok. que même si notre app est shutdown, bah, l'application est live et les formations existent encore sur la blockchain. Incroyable. Incroyable. Bah écoute, bravo pour tout ça, Thibaut. J'invite tout le monde à aller regarder en commentaire, en description, tous les liens qu'on va mettre, les liens de Thibaut. Force à lui, l'application est folle. Allez la tester, téléchargez-la, testez-la, faites le nécessaire, regardez comment ça fonctionne. Voilà, n'hésitez pas à lui faire des retours sur LinkedIn, allez vous connecter à lui sur LinkedIn aussi, c'est une personne formidable qui publie beaucoup de choses et beaucoup de choses avec énormément de valeur, donc n'hésitez pas à regarder tout ce qu'il fait. Et voilà, force à toi Thibaut pour la suite, c'était vraiment un honneur de t'avoir sur le podcast. Merci pour ton invitation. À Salut à très tous. vite.